Donc nous allons avoir deux présentations. Une première présentation sur HAD cancer avec la présentation de la feuille de route de PACA avec Julien Auzin et Carole Labatte, ou Carole Labatte et Julien Auzin. J'aurais dû commencer par madame, désolé. Et puis ensuite, nous aurons la présentation du référentiel HAD de la région ARA avec Fadila Farsi et Luc Foroni. Je ne me suis pas trompé? Voilà. C'est bien. Alors, on vous laisse commencer la présentation. Merci Stéphane. Donc, Carole Labatte, pharmacien à l'Omédite PACA Corse. Et Auzin Julien, pharmacien au DSRC Onco PACA Corse. Alors, on vous présente aujourd'hui l'HAD et le cancer avec la feuille de route en PACA. Alors, pourquoi on présente ça? Parce qu'on a fait un constat en 2020 pour MMP5 PACA qui est de 0,42 en PACA, et en France, il est de 2,4. C'est le taux de journée standardisé pour 1000 habitants. Donc on avait un taux en PACA qui était quasi 6 fois inférieur à la moyenne nationale. Donc on s'est dit quelque chose. Et du coup, ça a été noté. C'est bon? Oui. Alors partant de ce constat et de ce taux terriblement faible, l'action a été notée dans la stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021-2025 et dans son axe 2, limiter les séquelles et améliorer la qualité des personnes, déploiement de la chimiothérapie en HAD. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans cette action? On a mené un groupe de travail entre les établissements de santé de la région, l'HAD, le DSRC, l'Omédite et l'ARS. Et l'objectif, c'était un travail d'uniformisation des pratiques pour 6 molécules, c'est-à-dire la création de fiches de molécules administrables en HAD. Parallèlement à ça, 2 appels à projets ont été lancés en 2022 et en 2023. En 2022, les appels à projets concernaient les HAD non intégrés. Et il n'y a eu que 3 réponses, donc 100% des dossiers ont été acceptés. 3 établissements ont répondu à cet appel à projet, un dans le 06, dans le 84, 2 avec le Centre hospitalier d'Avignon et l'Institut Sainte-Catherine. En 2023, un nouvel appel à projet a été lancé, donc avec mise à disposition d'argent pour faciliter les molécules en HAD, enfin l'administration des molécules en HAD. Et cette fois, il y a eu plus de candidats et seulement 7 ont été retenus. Cet appel à projet était lancé pour les HAD intégrés et non intégrés, alors que le premier, c'était pour les non intégrés. Là, c'est le CHICAS. Dans le 06, on a eu 3 établissements et dans le 13, 3 établissements aussi. Donc, un petit récap des actions depuis la mise en place de la feuille de route 2021. Donc, 2022, 3 structures retenues. 2023, 7 structures. Et on a commencé à travailler sur les molécules. On devait partir sur 5 molécules. On en a fait 6 au final. On les a travaillées, ces fiches. On vous les présentera plus tard avec les pharmaciens de la région, des 2 CHU, des CLCC et des hôpitaux privés non lucratifs et privés. Enfin, en gros, tout le monde a un petit peu collaboré pour la création de ces fiches. Ces fiches sont disponibles sur nos sites internet respectifs. Et donc, on a travaillé sur l'azacitidine, le bortezomib, le daratumumab sous-cutané, le nivolumab, le pembrolizumab et le trastuzumab sous-cutané. 2024, on continue dans la création de fiches. Donc, on travaille sur des molécules d'administration rapide ou sous-cutanée. Et donc, en 2024, on a fini la relecture et on va rentrer dans l'étape de publication des fiches sur nos 2 sites respectifs. Et donc ça va être le durvalumab, l'erébulin, la gemcitabine, le pemetrexed, l'atezolizumab sous-cutané et le Phesgo qui est un petit peu en attente, on va dire. Donc, est-ce que ces travaux ont apporté des améliorations sur l'activité en PACA? Donc, quelques chiffres. Je me suis permise de mettre les chiffres ARA. Tous les chiffres viennent de la base PMSI HAD. À gauche, l'échelle sur les 2 régions PACA et ARA, et à droite, l'échelle sur la France. Donc on voit en PACA que nous avons une courbe qui est intéressante, et on a extrapolé 2024 à partir des chiffres des 7 premiers mois.
Donc cette courbe est intéressante puisqu'on est passé de 1938 et on devrait arriver à 8319. C'est sûr que quand on part de rien, c'est plus facile d'augmenter que quand on part de haut. On est d'accord. Pour autant, notre évolution est de 114%, alors qu'en France, elle est de 13%. Mais bon, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et j'ai représenté également le nombre de journées MPP 0,5. Donc MPP 0,5, je rappelle que c'est quand même la chimiothérapie anticancéreuse et orale et injectable. Nous représentons en PACA 3,1% du volume France, alors que si on regarde le nombre de journées HAD, PACA a un volume de 8,6%. Alors les populations entre ARA et PACA ne sont pas du tout les mêmes. Donc si là maintenant on regarde le taux de recours, donc le nombre de journées sur 1000 habitants, on voit que nous sommes passés de 0,37 à 1,61 et nous ne sommes plus que 2 fois inférieurs à la moyenne française, ce qui est une progression intéressante. Donc on a augmenté effectivement de 11%, alors qu'en France de 4%. Donc on est à 1,61 estimé en 2024. J'ai regardé hier les chiffres avec les 9 premiers mois, même si tous les établissements n'ont pas encore validé leurs chiffres et on est toujours sur cette progression. On devrait être à 1,64 sur les 9 premiers mois de la région. Donc on peut être relativement satisfait. Là, nous sommes descendus on a fait un focus par département. La région compte 6 départements. Là, il n'y en a que 5 parce qu'il y en a un qui n'a pas d'activité. Donc, le 05, 06, 13, 83, 84. Alors, les populations ne sont bien évidemment pas comparables, mais on voit la courbe quand même du 13 qui est une courbe croissante qui est intéressante. Quand on compare 0,6 et 83, elles ont à peu près la même population. Hein, c'est à peu près 1,1 million d'habitants. On voit que le 0,6 est complètement à l'arrêt, alors que le 83 semble montrer éventuellement une progression. Et le 84 également a cette cinétique intéressante. Et si maintenant on regarde le taux de recours, donc on voit bien que le 84 a cette évolution. On rappelle qu'il y a eu 2 établissements dans le premier appel à projet, donc je pense que c'est intéressant, et avec un gros CH qui est le CH d'Avignon et l'Institut Sainte-Catherine, et le 13 qui arrive à 2,44 de taux de recours. Je rappelle que la France, c'est 3,3. Et le 0,5, qui est un tout petit département, mais qui a une activité importante et qui semble un petit peu prendre le pas en 84. On a essayé de faire un focus sur les médicaments de la liste en sus et coûteux. Donc je précise bien que c'est que les médicaments de ces 2 listes. Bien évidemment, s'il y a de la gemcitabine, du docétaxel, du Pacli, enfin tout ce que vous voulez qui n'appartiennent à aucune de ces listes, ils ne figurent pas dans nos données. Donc, on a le top 4 des établissements de notre région, avec l'Institut Paoli-Calmette, qui a une part grandissante, qui fait 52% des UCD en 2023 et qui approche les 64%. Donc, c'est vraiment notre établissement phare, et heureusement qu'il est là. Pour tirer les chiffres en tous les cas. Et on a après l'HAD Avignon, le CHICAS, qui est l'établissement, l'HAD de Gap-Sisteron, et la PHM, qui a un petit volume, et un volume qui n'augmente pas. Et les autres sont négligeables. Nous avons dans la région 22 HAD et 16 cotes des MPP 05. Les molécules, sans surprise, donc on est toujours en nombre d'UCD. C'est les 5 molécules qui figurent représentent 95% des UCD totales en PACA, donc avec des molécules effectivement qui sont facilement administrables, comme l'azacitidine, le Darzalex, le Phesgo, l'Herceptin, et elles sont principalement en sous-cutané, avec une progression intéressante de toutes ces molécules. La répartition en UCD de ces molécules et les pathologies traitées par ces UCD. Donc on a 75% qui effectivement s'explique par le nombre d'UCD importants d'azacitidine et de Darzalex,
Et on voit que le sein progresse, l'appareil respiratoire, et après, ce sont des domaines un petit peu plus confidentiels. Alors là, c'est pour vous montrer la fiche qu'on a faite. Donc on vous met une fiche, c'est la fiche du pembrolizumab. Toutes les fiches sont faites de la même manière. On s'est un petit peu inspiré des fiches d'Omédite Normandie et on a voulu les retravailler avec nos équipes territoriales pour aussi qu'ils s'acclimatent, on va dire, avec l'HAD et leur faire évoluer leur pensée quand on voit le taux de recours assez terriblement bas de 2020. Donc elles se présentent toutes sur le même schéma. La première, donc c'est en deux pages. La première page s'adresse à l'infirmière d'HAD qui va administrer la molécule, donc au jour J de l'administration, avec un encart à droite sur ce qu'elle doit contrôler, donc le colis, les médicaments, les kits, l'identitovigilance. Et la partie à gauche reprend les données de RCP, les principales données RCP du médicament, sur la conservation, les critères OK, IDEL, constante température, ce qu'elle doit vérifier au niveau de la poche avant l'administration, les modalités d'administration et de surveillance. Et en dessous, vous avez interférent avec les activités instrumentales de la vie quotidienne ou les activités élémentaires, et ça se rapporte à la deuxième page. Donc la première page destinée à l'IDE qui va administrer la molécule et qui va surveiller son administration. Et la deuxième page, elle est destinée au hockey chimio. Pour faire le hockey chimio, on a plusieurs cases, donc on a décidé de segmenter cette page en plusieurs parties. On a une partie qui concerne le recueil des toxicités entre les cycles, donc cette partie va remplacer la consultation de l'oncologue ou du médecin qui fait le hockey chimio, peu importe, le jour. Quand le médecin vient, il va poser tout un tas de questions sur les toxicités qu'il a eues par rapport à la chimiothérapie, et donc on a remplacé ça par ce tableau donc qui va être destiné, selon les organisations internes des établissements, à l'appel téléphonique de l'HAD ou de l'infirmière coordinatrice. On ne rentre pas dans le process interne. En tout cas, c'est destiné à une surveillance, à un appel téléphonique en général à J-1 de la chimio pour voir si tout s'est bien passé entre le cycle d'avant et ce cycle-là. Donc les effets indésirables qu'on a reportés, ce sont les effets qui apparaissent dans les RCP qui sont notés de très fréquents à fréquents, avec les grades qui sont notés. Et on a laissé une case autre si jamais il y a quelque chose qu'on n'a pas pu noter, que le patient veut manifester, que l'infirmière va pouvoir noter. L'infirmière, ou la personne qui fait ce recueil d'informations va noter l'ensemble des informations, elle va le transmettre ensuite au médecin qui va donner le hockey chimio. Pareil, selon l'organisation, soit le médecin prescripteur, soit le médecin de l'HAD, soit pas le médecin prescripteur, mais un médecin qui maîtrise les chimiothérapies. Là va s'ajouter les données cliniques, c'est-à-dire le poids du patient, qu'évidemment qu'elle pourra recueillir la veille aussi, le poids du patient, le score OMS, la température, mais ça c'est les données au temps T, c'est pas le recueil des toxicités qu'il y a eu entre les deux cycles, c'est les données au moment de l'appel. Et on a marqué, si un nom est coché, il faut qu'il y ait un appel du médecin prescripteur hospitalier, sauf si c'est le médecin prescripteur hospitalier qui a cette feuille évidemment. De là, on va ajouter les bilans biologiques. Donc ça, c'est les données, pareil, issues des RCP qui conditionnent le hockey chimio. Donc, qui conditionnent le hockey chimio sans restriction ou diminution de dose. C'est les données minimales. On a repris les données des RCP. Pareil, s'il y a un nom, si ces données sont recueillies par quelqu'un d'autre que le prescripteur hospitalier, il faut le contacter parce que c'est lui qui va adapter, différer, diminuer, peu importe. C'est lui qui va donner le hockey chimio final parce que c'est le médecin le plus compétent, on va dire, pour le donner. Donc on réunit les données les toxicités intercures, les données cliniques du jour J, les données biologiques les plus récentes, et là on donne les deux hockey font le hockey final. Donc nos fiches fonctionnent toutes de la même manière. Une page destinée à l'infirmière le jour J et une page destinée au recueil de toxicité et au recueil d'informations pour la validation biologique et clinique. Rapidement, l'espoir que certains et que beaucoup ont, c'est la mesure de l'article 50 de la LFSS. Ça, ce sont des diapos de la DGOS qui datent du mois de juin. Donc, avec cette expérimentation qui est prévue sur 3 ans pour évaluer si l'incitation, un forfait serait une incitation à mettre un peu plus de patients en HAD, puisque le projet de l'HAD chimiothérapie, c'est pas un projet PACA, c'est pas un projet ARA, c'est un projet national. Donc ce texte est paru. On attend maintenant le décret et l'arrêté. Il y aura, alors,
ce qui est prévu, c'est qu'une première hospitalisation en hôpital de jour, l'établissement adresse le patient en HAD, et à ce moment-là, pour donner un forfait sur l'expertise clinique qu'il peut faire et l'adressage, le premier mois, il est prévu 320 € et les mois suivants, 120 €. Donc c'est effectivement un forfait. Ça ne couvre pas, bien évidemment, tous les frais, mais ça permettrait certainement, en tous les cas, les établissements sont dans l'attente de les intéresser un peu plus, parce que le travail du médecin hospitalier quand il met un patient en HAD reste tout à fait équivalent à et peut-être même moins sécure que quand il l'a dans un hôpital de jour. Donc il doit y avoir publication de ce décret et de cet arrêté. Après, il y aura un appel à manifestation d'intérêt avec les établissements qui doivent déposer un dossier au niveau de l'ARS, et il y aura un choix de 10 établissements maximum par région pour rentrer dans cette expérimentation. Donc on espère que ça va arriver bientôt, parce que la route est encore longue.